Le 24 mars 1945, à 22 000 pieds au-dessus de la campagne allemande près du château, l'Oberleutnant Franz Stigler était assis dans le cockpit de son Messerschmitt Bf-109 et il savait qu'il était sur le point de mourir. Le jauge de carburant indiquait vide, les moteurs crachotaient, toussait, luttant pour chaque dernière goutte de carburant d'aviation qui n'était pas là. Sous lui s'étendaient 50 000 de territoires contrôlés par les Américains. Derrière lui, son propre aérodrome était inaccessible, et tout autour de lui, le ciel appartenait à l'ennemi. Les mains de Franz tremblaient sur le manche. Pas à cause du froid, cependant. Il faisait brutalement froid à cette altitude. Il tremblait, parce qu'il savait ce qui venait ensuite. Il avait entendu les histoires. Chaque pilote de la Luftwaffe avait entendu dire que les chasseurs américains ne vous abattaient pas simplement, ils vous mitraillaient dans votre parachute. Ils tournoyaient au-dessus pendant que vous pendiez sans défense. Pratique de tir facile. Les Américains étaient des barbares, avait dit son commandant. Ils ne montraient aucune pitié envers les pilotes allemands abattus. Si vous vous éjectiez au-dessus du territoire allié, vous étiez aussi bon que mort. Franz regarda vers le bas la mosaïque de champs et de villages en dessous. Quelque part là-bas se trouvaient des troupes américaines, des chars américains, des soldats américains qui se battaient à travers l'Europe depuis des mois. Des hommes qui avaient vu leurs amis mourir, des hommes qui avaient toutes les raisons de le haïr. Le moteur toussa à nouveau et cette fois il ne se rétablit pas. L'hélice tourna inutilement dans le flux d'air. Moteur morte. Pas de puissance. Il planait maintenant. Rien qu'une envergure de 30 pieds et la gravité. Il pouvait voir un aérodrome américain devant. Une base de la Luftwaffe capturée, maintenant hérissée d'avions américains. Il avait peut-être 2 minutes avant de devoir se sauter en parachute ou tenter un atterrissage forcé. Franz pensa à sa famille en Bavière, sa mère, sa jeune sœur. Il recevrait un télégramme disparu au combat. Il ne saurait jamais ce qui lui était arrivé. S'il avait brûlé vif dans le cockpit, ou s'il avait été abattu en pendaison de son parachute, ou s'il avait été battu à mort par des soldats américains, en colère au sol. Puis, il les vit. 2 petits points argentés dans son rétroviseur se rapprochant rapidement. Des P-51 Mustang, des chasseurs américains, les avions les plus meurtriers du théâtre européen. La bouche de Franz devint sèche. C'était ça. Il le tirerait du ciel avant même qu'il ait une chance de se sauter en parachute. Au moins, ce serait rapide. Mais ce qui s'est passé ensuite changerait tout ce qu'il pensait savoir sur les Américains. Le Mustang de tête s'aligna à côté du Messerschmitt mourant de Franz. Presse. Dangereusement près. Peut-être 50 pieds de son aileron. Franz pouvait voir clairement le visage du pilote à travers la verrière. Un Américain, jeune, probablement de son propre âge, milieu de la vingtaine. Le pilote ne tendait pas la main vers la gâchette de son arme. Il regardait Franz, établissant un contact visuel. Puis l'Américain fit quelque chose que Franz ne pouvait pas comprendre. Il pointe vers le bas, pas agressivement, presque utilement, pointant vers l'aérodrome en dessous. Franz fixa. Était-ce un piège ? Une sorte de jeu cruel avant qu'il ne le tire du ciel ? Le deuxième Mustang prit position sur l'autre aileron de Franz. Maintenant, il avait des chasseurs américains des 2 côtés, le bloquant. Son Messerschmitt planait à travers 18 000 pieds, perdant de l'altitude régulièrement. Il n'avait pas de puissance, pas d'option, pas de moyen de combattre ou de fuir. Le pilote américain de tête pointa à nouveau vers le bas, plus insistant cette fois. Puis il fit un geste, paume vers le bas, mouvement de poussée. Ralentes, atterris. L'esprit de Franz s'affola. Il l'aidait, l'escortait vers un atterrissage d'urgence. Cela ne pouvait pas être vrai. Rien dans sa formation, rien de ce qu'on lui avait dit sur les Américains ne l'avait préparé à cela. Son altimètre se déroula à travers 15 000 pieds. L'aérodrome était directement devant maintenant. Il pouvait voir clairement les pistes. Des avions américains garés en rangée nette. Des équipes travaillant sur la ligne de vol. S'il essayait d'atterrir là, il serait capturé. Un prisonnier de guerre à la merci des Américains. Chaque film de propagande qu'il avait jamais regardé clignotait dans son esprit. Des histoires de torture, d'exécutions sommaires, de prisonniers travaillés à mort dans des camps de travail. Son officier commandant leur avait dit qu'il valait mieux mourir au combat que de se rendre aux Américains. Mais il n'avait pas d'option. Le sol montait vite. Les pilotes américains restaient avec lui, un de chaque côté, l'escortant vers le bas comme s'il était l'un des leurs, à travers 10 000 pieds, 8 000, 5 000. Les mains de Franz étaient glissantes de sueur à l'intérieur de ses gants de cuir. Son cœur martelait contre ses côtes. Il attendait constamment la rafale de tirs de mitrailleuse qui déchirerait son avion. Cela ne s'est jamais produit. À 3000 pieds, le pilote américain de tête bascula ses ailes. Un signal. Puis il se détacha, donnant à Franz de la place pour manœuvrer pour l'atterrissage. Le deuxième Mustang resta avec lui,
le guidant vers la piste comme un border collie guidant un mouton perdu. Franz abaissa son train d'atterrissage manuellement. L'hydraulique était inutile sans puissance moteur. Les roues se verrouillèrent avec un bruit rassurant. Il s'aligna sur la piste, combattant les commandes de l'avion mort, utilisant chaque bit de sa formation pour étirer le vol plané. Le chasseur américain resta avec lui jusqu'à ce qu'il soit à 50 pieds de la piste, puis se releva et s'éloigna. Les roues de Franz touchèrent le béton. Le Messerschmitt bondit une fois, se stabilisa, roula. Il n'avait pas de frein, pas de puissance pour le système hydraulique. L'avion roula et roula, finissant par s'arrêter à l'extrémité lointaine de la piste. Pendant un moment, Franz resta assis là, les mains toujours agrippées aux manches, respirant fort. Puis il vit les jeeps qui se précipitaient vers lui. Des soldats américains, c'était ça, le moment de la capture. Il pensa à atteindre son arme de poing, faire une dernière résistance. Mourir comme un officier allemand devrait mourir. Mais quelque chose l'arrêta. Ces pilotes américains venaient de sauver sa vie. Ils auraient pu le tirer du ciel facilement. Au lieu de cela, ils l'avaient aidé à atterrir en toute sécurité. Franz détacha son harnais, poussa la verrière ouverte et leva les mains. Le premier soldat américain à atteindre l'avion de Franz était un sergent nommé Robert Hayes de l'Oklahoma. Il monta sur l'aileron, pistolet dégainé, mais pointé vers le bas, pas vers Franz. « Dehors », dit Hayes en anglais. Puis, étonnamment en allemand cassé, « Allez-y doucement ». Lentement, Franz sortit du cockpit, les jambes tremblantes d'adrénaline et d'épuisement. Il avait volé pendant 3 heures. Sa combinaison de vol était trempée de sueur malgré le froid. Il se tenait sur l'aileron, les mains levées. Attendant quoi? Un coup de crosse de fusil au visage, un traitement brutal, un interrogatoire immédiat. Hayes rengaina son pistolet. Il tendit la main et stabilisa Franz alors qu'il descendait de l'aileron. « Allez-y doucement, mon ami », dit Hayes. « Ça va? Vous êtes blessé ?» Franz le fixa. Le sergent américain vérifia s'il était blessé, avec une véritable préoccupation dans sa voix. « Non, Franz réussit, pas blessé. »« Bien. » « Allez-y alors. » Hayes fit un geste vers la Jeep. Pas brutalement, presque désinvolte. Comme si Franz était un pilote visiteur qui avait fait un atterrissage d'urgence. Pas un combattant ennemi qui avait bombardé les positions alliées pendant des années. Dans la Jeep, Franz s'assit entre 2 soldats américains. Aucun d'eux ne pointa une arme sur lui. Ils s'assirent simplement là, des êtres humains en uniforme kaki, sentant la fumée de cigarettes et le café de l'armée. L'un d'eux offrit à Franz une gourde d'eau. Franz hésita, puis la prit. Sa gorge était brute de soif. L'eau était froide et propre et possiblement la meilleure chose qu'il ait jamais goûtée. « Merci », dit-il tranquillement. Le soldat sourit. « De rien, mon ami. » Au bâtiment des opérations de la base, ils amenèrent Franz à l'intérieur dans la chaleur loin du froid de mars. Un officier du renseignement attendait. Le capitaine James Mitchell, un ancien professeur d'université du Massachusetts qui parlait l'allemand couramment. « Asseyez-vous », dit Mitchell en allemand, pointant vers une chaise. Pas une chaise en bois dur dans une salle d'interrogatoire. Une chaise de bureau confortable. Il y avait du café sur le bureau. Du vrai café. Et l'odeur en fit tourner la tête de Franz. « Vous en voulez ?» demanda Mitchell, versant déjà une tasse. Franz hocha la tête, ne se faisant pas confiance pour parler. Mitchell lui tendit le café chaud, noir, avec 2 morceaux de sucre sur la soucoupe. De sucre, du vrai sucre. Franz n'avait pas vu de vrai sucre depuis des mois. L'Allemagne mourait de faim, rationnant tout. Et voilà que les Américains donnaient du sucre à un prisonnier. C'était de bons pilotes qui vous ont amené ici, dit Mitchell de manière conversationnelle, s'asseyant en face de Franz. Le capitaine Joe Henderson et le lieutenant Charlie Brennan, 357e groupe de chasse. Ils ont vu que votre moteur était mort et ont pensé que vous pourriez vouloir vivre jusqu'à la fin de la journée. Franz sirota le café. Il brûla sa langue. Il s'en fichait. Pourquoi ? Le mot sortit avant qu'il ne puisse l'arrêter. Mitchell le regarda avec curiosité. Pourquoi ? Quoi ? Pourquoi ne m'ont-ils pas tiré du ciel ? Pourquoi m'ont-ils aidé ? Mitchell semblait véritablement déconcerté par la question. Parce que vous étiez sans défense. Quel genre d'homme pensez-vous que nous sommes ? Au cours de l'heure suivante, la vision du monde entière de Franz commença à s'effondrer. Ils l'ont amené à la zone de détention des prisonniers. Pas une cage ou une cellule, mais un bâtiment de caserne converti avec des lits, des couvertures et un poêle qui fonctionnait. Il y avait une douzaine d'autres prisonniers allemands là, tous récemment capturés. Tous avec la même expression abasourdie que Franz sentait sur son propre visage. Un infirmier américain l'examina de toute façon, malgré l'insistance de Franz qu'il n'était pas blessé. L'infirmier vérifia sa tension artérielle, regarda dans ses yeux,
écouta son cœur. « Vous êtes déshydraté », dit l'infirmier par un interprète, « et vous avez des gelures qui commencent sur vos doigts. Nous allons vous arranger. » Ils lui donnèrent une pommade pour ses mains, une couverture en laine, un paquet de rations K américaines, viande en conserve, crackers, chocolat, cigarettes. Le chocolat était noir et riche et avait le goût de l'enfance, comme avant la guerre. Franz le mangea lentement, savourant chaque bouchée. Ce soir-là, le capitaine Henderson, le pilote qui avait escorté Franz vers le bas, vint le visiter. Il apporta des cigarettes et un thermos de soupe chaude. « J'ai pensé que vous pourriez avoir faim », dit Henderson par l'interprète. C'était un beau vol d'ailleurs. Atterrissage en vol plané avec un moteur mort dans un Messerschmitt 109 sur une piste inconnue. Impressionnante. Franz ne savait pas quoi dire. Ce pilote américain complimentait ses compétences de vol. Ils avaient essayé de se tuer l'un l'autre pendant des années, et maintenant Henderson le traitait comme un collègue qui avait eu de la malchance. Henderson sortit une photographie de son portefeuille. Une femme et 2 petits-enfants. « Ma femme Betty et mes enfants », dit-il. « Donna Assuncons. Le petit Joe vient d'avoir 3 ans. Vous avez une famille ?» Franz hocha la tête lentement. « Ma mère, ma sœur. Ils seront heureux de savoir que vous avez atterri en toute sécurité, dit Henderson. La Croix-Rouge les notifiera. Vous êtes un prisonnier de guerre. Mieux que disparu au combat, non ? Ils s'assirent en silence pendant un moment. 2 pilotes de chasse de côté opposé d'une guerre regardant des photos de famille à la lumière faible d'une caserne de prisonniers. Écoutez, dit finalement Henderson, je sais ce qu'ils vous ont dit sur nous. Ils ont probablement dit que nous vous torturerons, que nous tirerons sur les prisonniers. Tout ce charabia. Mais ce n'est pas qui nous sommes. Vous allez être traité conformément à la Convention de Genève. Vous recevrez des soins médicaux, de la nourriture, des privilèges de courrier, et quand cette guerre sera terminée, et elle sera bientôt terminée, vous rentrerez chez vous. Franz sentit quelque chose se briser en lui. Pas se briser, se fissurer, comme la glace qui dégèle. En Allemagne, dit-il soigneusement en anglais cassé, ils nous disent que les Américains sont des animaux. Henderson rit, mais pas méchamment. Ouais, eh bien, ils nous ont dit que vous, gars, mangiez des bébés au petit déjeuner. La propagande est une chose terrible, n'est-ce pas ? Au cours des 3 semaines suivantes au camp de prisonniers temporaires, Franz a été témoin de quelque chose qui a remis en question tout ce qu'il pensait savoir sur l'Amérique et les Américains. La nourriture était adéquate. Pas luxueuse, mais constante. Ration K, œufs en poudre, viande en conserve. La même nourriture que les soldats américains mangeaient. Quand les colis de la Croix-Rouge arrivaient, les prisonniers avaient le premier choix. Chocolat, cigarettes, café, savon, petit luxe, qui semblaient des miracles pour des hommes qui vivaient sur des rations de guerre depuis des années. Les soins médicaux ont été fournis sans hésitation. L'un des prisonniers allemands, un jeune pilote nommé Willy, avait été tiré à la jambe avant la capture. Les médecins américains l'ont traité de la même manière qu'ils traitaient leurs propres blessés. Médicaments sulfa, pansements propres, chirurgie pour enlever la balle, Willy marchait avec une boiterie, mais il marchait. Dans un camp de prisonniers allemands, il aurait probablement perdu la jambe. Franz observait attentivement les gardes américains, attendant que la cruauté émerge. Cela ne s'est jamais produit. Ils étaient professionnels, parfois ennuyés, occasionnellement amicaux. Un garde, un gamin du Nebraska nommé Tommy, enseigna à Franz des termes de baseball américains. Franz enseigna à Tommy quelques jurons allemands. Ils riaient ensemble. Les prisonniers étaient autorisés à écrire des lettres à la maison censurées, mais autorisées. La Croix-Rouge l'a facilité. Franz écrivit à sa mère, lui disant qu'il était vivant, indemne, et traité bien. Il ne savait pas si elle le croirait. Franz commença à comprendre quelque chose de fondamental. Les Américains n'étaient pas gentils par faiblesse ou naïveté. Ils étaient décents parce qu'ils croyaient aux règles, à la Convention de Genève, au traitement humain des prisonniers, même quand leurs propres soldats mouraient sur les lignes de front. Ce n'était pas mou, c'était fort. Il fallait de la force pour traiter vos ennemis avec dignité. Un après-midi au début d'avril, Franz était assis dehors près de la caserne. Ils étaient autorisés à se déplacer librement dans le composé quand il entendit de la musique. De la musique américaine. Quelqu'un avait mis en place une radio et l'orchestre de Glenn Miller jouait In the Mood. Franz se surprit à taper du pied. Il avait aimé la musique swing avant la guerre, avant qu'elle ne soit interdite comme culture américaine dégénérée. L'un des gardes remarqua. « Vous aimez le swing ?» demanda le garde. Franz hocha la tête. « Avant la guerre, je l'écoutais. » Sans blague. Attendez. Le garde disparut et revint avec un tourne-disque et une petite pile de 78 tours. Benny Goodman, Duke Ellington, Artie Shaw. Il l'a mis en place dans la salle commune de la caserne. « Voilà, dit le garde. Profitez-en. » Cette nuit-là, des prisonniers allemands et des gardes américains s'assirent dans la même pièce, écoutant du jazz, tapant du pied au même rythme. La guerre n'avait pas pris fin.
Des hommes mouraient toujours, mais en ce moment, ils n'étaient que des gens qui aimaient la musique. Un autre incident, un nouveau prisonnier arriva, un pilote de la Luftwaffe nommé Klaus, qui avait été gravement brûlé quand son avion a été touché. Ses mains étaient enveloppées de bandages, son visage cicatrisé. Il était amer, en colère, toujours plein de propagande nazie. « Ils nous tueront tous finalement », dit Klaus sombrement en allemand. « Ils nous engraissent juste d'abord. » Franz secoua la tête. « Non, ils ne le feront pas. Ils ne sont pas comme ça. Vous avez été lavé de cerveau. J'ai été traité comme un être humain, corrigea Franz. Peut-être pour la première fois en 5 ans. Klaus ne le croyait pas. Pas jusqu'à ce que le médecin américain passe des semaines à traiter ses brûlures, changeant ses pansements quotidiennement, lui donnant de la morphine pour la douleur. Ce n'est que lorsqu'une infirmière américaine s'assit auprès de lui pendant les pires nuits, quand la douleur était insupportable, se contentant de lui parler en allemand cassé pour le distraire. La haine de Klaus s'effondra lentement, comme une forteresse minée de l'intérieur. Le moment peut-être le plus puissant arriva 3 jours avant la reddition allemande. Le capitaine Mitchell, l'officier du renseignement, rassembla les prisonniers de guerre ensemble. « La guerre est presque terminée, dit-il en allemand. Vous allez bientôt rentrer chez vous, mais je veux que vous compreniez quelque chose. Quand vous rentrerez chez vous, l'Allemagne aura besoin d'être reconstruite. Elle aura besoin d'hommes qui comprennent que la voie nazie était mauvaise, qui peuvent aider à construire quelque chose de mieux. J'espère que vous serez ces hommes. » Fran réalisa alors que les Américains ne gagnaient pas seulement la guerre. Ils pensaient à la paix, à ce qui venait après, à transformer leurs ennemis en alliés. C'était une vision plus large que celle que n'importe quel général allemand n'avait jamais montrée. Le traitement que la France a reçu n'était pas accidentel, ce n'était même pas exceptionnel. C'était la politique militaire américaine qui coulait de haut en bas. Le général Eisenhower avait clairement indiqué que les prisonniers de guerre seraient traités conformément à la Convention de Genève. Point final. Non pas parce que les camps de prisonniers allemands faisaient la même chose, ils ne le faisaient souvent pas, mais parce que les Américains croyaient en un code qui transcendait la brutalité immédiate de la guerre. Ce n'était pas de la naïveté, c'était une stratégie. Le leadership américain comprenait que la façon dont vous traitez les ennemis vaincus détermine quel type de paix vous pouvez construire. Chaque prisonnier de guerre allemand bien traité était un allié potentiel dans la reconstruction. Chaque acte de décence américaine était un contrepoids à la propagande nazie. Les chiffres racontent l'histoire. Sur les environ 380 000 prisonniers de guerre allemands détenus aux États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale, le taux de survie était supérieur à 99%. Dans les camps de prisonniers allemands détenant des prisonniers soviétiques, le taux de survie était d'environ 40%. Dans les camps de prisonniers japonais, c'était encore pire. Ce n'était pas parce que les Américains étaient mous. Les soldats américains sont morts en libérant l'Europe. Ils ont vu les camps de concentration. Ils avaient toutes les raisons de haïr, mais ils ont suivi un code différent. Ils venaient de la culture américaine, de la conviction que même les ennemis ont des droits, que les règles s'appliquent même en guerre, que la façon dont vous combattez importe autant que le fait de gagner. Fran a tenu un journal pendant sa captivité. Il est conservé maintenant dans une archive militaire allemande. Les entrées tracent sa transformation. 24 mars. Capturé par les Américains, s'attendait à la mort. A reçu du café et des couvertures à la place. Je ne peux pas comprendre cela. 30 mars. Les gardes nous traitent comme des soldats, pas comme des animaux. Nando a partagé ses cigarettes avec moi. Son nom est Tommy. Il a une ferme au Nebraska. 10 avril. Nous écoutons de la musique américaine ce soir. J'avais oublié ce que c'était que d'être simplement jeune, de profiter de quelque chose de beau. La guerre semble très loin. 28 avril. L'Allemagne s'est rendue. Nous rentrerons bientôt chez nous. Je ne sais pas ce que je trouverai là-bas, mais je sais maintenant que tout ce qu'on nous a dit sur les Américains était un mensonge. Ils ne sont pas des monstres. Ce sont des hommes qui croient en quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Des décennies plus tard, dans des interviews, Fran dirait « Ces pilotes américains m'ont sauvé la vie 2 fois. Une fois quand ils m'ont escorté vers le bas, et une fois quand ils m'ont montré que toute l'humanité n'avait pas été consumée par la guerre. Ils m'ont donné l'espoir que le monde pouvait être mieux. Ils n'étaient pas seuls. Des milliers de prisonniers de guerre allemands sont rentrés chez eux avec des histoires similaires. Dans les années qui ont suivi la guerre, ils sont devenus des voix pour la réconciliation, pour la démocratie, pour construire des ponts entre anciens ennemis. Entre 1943 et 1945, les forces américaines ont capturé environ 3 800 000 soldats allemands. La grande majorité a été traitée selon les normes de la Convention de Genève. Les camps de prisonniers aux États-Unis offraient même des programmes éducatifs. Les prisonniers allemands pouvaient suivre des cours, apprendre des métiers, se préparer à la vie après la guerre.
Comparez cela au front de l'Est où les forces soviétiques et allemandes se battaient avec une brutalité apocalyptique, ou au théâtre du Pacifique, où la reddition n'était souvent pas une option des deux côtés. La différence n'était pas seulement morale, elle était stratégique. En 1946, les États-Unis pensaient déjà à la guerre froide, à transformer l'Europe occidentale en rempart contre l'expansion soviétique. L'Allemagne de l'Ouest, devait être un allié, pas un ennemi vaincu nourrissant des griefs. Chaque prisonnier de guerre allemand qui rentrait chez lui en disant « Les Américains m'ont traité équitablement », était une brique dans ce fondement. Franz Stigler a été rapatrié en Allemagne en août 1945. Il a trouvé sa mère et sa sœur vivantes en Bavière, vivant dans une maison à moitié détruite, mais vivante. Son père était mort sur le front de l'Est. Sa ville natale était en ruine. Il a utilisé ses compétences de pilote pour travailler pour une compagnie aérienne commerciale dans les années 1950, volant pour Lufthansa alors que l'Allemagne se reconstruisait. Il n'a jamais oublié ces 3 semaines en tant que prisonnier de guerre ou les pilotes américains qui lui avaient sauvé la vie. En 1961, Fran a immigré au Canada. Il est devenu un homme d'affaires prospère. Il a élevé une famille. Il a vécu une longue vie paisible, mais il n'a jamais cessé de penser à ce moment, à 22 000 pieds, quand les Mustangs américains se sont rapprochés de son avion mourant. Il a essayé pendant des années de trouver le capitaine Joe Henderson, le pilote qui l'avait escorté vers le bas. Il a écrit des lettres aux organisations de vétérans américains, cherchant. Finalement, en 1989, ils se sont connectés. Henderson était à la retraite, vivant en Floride. Ils ont arrangé une rencontre. Quand Fran a vu Henderson pour la première fois en 44 ans, il a pleuré. 2 vieux hommes, anciens ennemis, s'embrassant dans un terminal d'aéroport. « Merci », a dit Fran. « Merci de m'avoir donné ma vie. » Henderson, caractéristiquement modeste, a simplement haussé les épaules. C'était la bonne chose à faire. Ils sont restés amis jusqu'à la mort de Henderson en 2001. Fran a parlé à ses funérailles, racontant l'histoire du jour où un ennemi est devenu un ailier, un geôlier est devenu un sauveur, et la propagande s'est effondrée face à la simple décence humaine. L'histoire de Fran était l'une des milliers, mais l'effet cumulatif était profond. En traitant les prisonniers de guerre humainement, l'Amérique n'a pas seulement gagné la guerre, elle a gagné la paix. Le plan Marshall, qui a reconstruit l'Europe occidentale, n'a fonctionné que parce que les Allemands étaient disposés à accepter l'aide américaine. Et ils l'étaient parce que leur expérience avec les Américains, même en tant qu'ennemis, leur avait montré que l'Amérique pouvait être digne de confiance. L'Allemagne de l'Ouest est devenue un allié crucial de la guerre froide. Une démocratie, une puissance économique, un partenaire, pas un ennemi vaincu, nourrissant du ressentiment. Le Japon a suivi un chemin similaire. L'Italie aussi. Les puissances de l'Axe de 1945 sont devenues les alliés démocratiques de 1955. Cette transformation ne s'est pas produite automatiquement. Elle s'est produite parce que la politique américaine, du niveau de l'escouade d'infanterie au Pentagone, mettait l'accent sur le traitement des ennemis avec une dignité humaine de base. C'était une brillance stratégique déguisée en simple décence. Dans une interview de 1995, Fran a réfléchi à ce que cette expérience lui avait enseigné. « J'ai appris que la propagande est un poison. » Les deux côtés se racontaient des mensonges l'un sur l'autre. Mais la différence était que quand j'ai rencontré les Américains face à face, leurs actions contredisaient leur propagande. Ils m'ont montré par leur comportement que les êtres humains pouvaient choisir d'être décents, même au milieu d'une terrible guerre. Ce choix, c'est ce qui sépare la civilisation de la barbarie. Les enfants et petits-enfants de Fran ont grandi en écoutant l'histoire. Son petit-fils est devenu pilote de la Luftwaffe allemande et a ensuite servi aux côtés de pilotes américains lors d'exercices de l'OTAN. Le cycle était venu se fermer. Des ennemis aux geôliers, aux alliés, aux partenaires. Avant sa mort en 2008, Fran est retourné à l'aérodrome en Allemagne où il avait fait cet atterrissage d'urgence. C'était maintenant un aéroport civil, paisible. Il s'est tenu sur la piste et s'est souvenu de ce jour de mars 1945 quand il pensait que sa vie était terminée. « Je suis mort ce jour-là », a-t-il dit tranquillement. L'homme qui croyait tous les mensonges, qui haïssait sans savoir pourquoi, il est mort. Et j'ai été reborn en quelqu'un qui comprenait que notre humanité commune est plus forte que nos inimitiés temporaires. L'histoire de Franz Stigler n'est pas seulement de l'histoire. C'est une leçon sur le pouvoir à long terme de traiter les ennemis avec dignité. Pensez-y. Ces pilotes américains avaient toutes les raisons de tirer sur Fran. Ils avaient perdu des amis à cause de la Luftwaffe. Ils étaient au milieu d'une guerre brutale. Mais ils ont choisi un chemin différent. Ils ont choisi de voir un pilote sans défense,
pas un ennemi nazi. Ils ont choisi de l'aider à atterrir en toute sécurité avant de le capturer. Ce choix s'est propagé vers l'extérieur. Fran est devenu une voix pour la réconciliation. Il a élevé des enfants qui ont grandi en croyant à l'amitié germano-américaine. Son histoire a influencé la façon dont les gens pensaient aux anciens ennemis. Multipliez cela par des milliers. Chaque prisonnier de guerre allemand qui rentrait chez lui avec une histoire d'équité américaine, de soins médicaux, de simple respect, chacun était une graine plantée pour la paix d'après-guerre. C'est ce qui sépare la victoire durable de la domination temporaire. Vous pouvez vaincre les ennemis par la force, mais vous ne pouvez construire une paix durable qu'en leur montrant une meilleure voie. Les Américains comprenaient cela instinctivement. Ce n'était pas écrit dans un document de grande stratégie. Cela coulait de la culture américaine, de la conviction que tous les peuples ont certains droits, que les règles importent, que la façon dont vous traitez les gens dans leurs moments les plus vulnérables définit qui vous êtes. Nous vivons dans un monde de divisions profondes, politiques, culturelles, internationales. Il est facile de déshumaniser l'autre côté, de réduire les gens complexes à de simples ennemis. L'histoire de Fran nous rappelle ce qui est possible quand nous refusons de faire cela, quand nous choisissons de voir des êtres humains au lieu d'abstraction, quand nous traitons même nos adversaires avec un respect de base. Cela ne signifie pas la faiblesse. Les Américains n'étaient pas faibles, ils gagnaient la guerre. Mais ils comprenaient que la force inclut la retenue, que le vrai pouvoir signifie suivre les règles même quand vous n'y êtes pas obligé, que construire l'avenir importe autant que gagner le présent. Dans nos conflits actuels, militaires, politiques, sociaux, nous pourrions utiliser plus de cette pensée à long terme, plus de volonté de voir que l'ennemi d'aujourd'hui pourrait être le partenaire de demain, plus de compréhension que la façon dont nous traitons les gens dans la défaite détermine quel type de monde nous construisons dans la victoire. Le petit-fils de Fran, un pilote de la Luftwaffe allemande, vole maintenant aux côtés de pilotes américains dans l'OTAN, anciens ennemis, maintenant alliés. C'est l'héritage de traiter un pilote ennemi sans pouvoir, avec dignité. En mars 1945, Franz Stigler a grimpé dans son Messerschmitt le 24 mars 1945, s'attendant à mourir en tant qu'ennemi de l'Amérique. Il a atterri en tant que prisonnier, oui, mais aussi en tant qu'homme qui avait découvert que la propagande était des mensonges, que les ennemis pouvaient être décents, et que même dans les moments les plus sombres de l'histoire, les êtres humains pouvaient choisir d'être mieux que le pire en eux-mêmes. Il n'a pas trouvé les monstres qu'on lui avait promis. Il a trouvé des hommes qui croyaient que même en guerre, il y a des lignes que vous ne franchissez pas, des règles que vous suivez, des normes que vous maintenez. Ce n'était pas seulement la doctrine militaire américaine, c'était le caractère américain. Et cela a changé le monde. Avez-vous une histoire familiale de la Deuxième Guerre mondiale? De moments où les ennemis ont montré une humanité inattendue? Partagez-la dans les commentaires. Ces histoires importent. Elles nous rappellent ce qui est possible.